quand on parle impression 3D, il y a une question qui revient tout le temps. Quel est le filament le plus solide? Et instinctivement, on a tous la même réaction. On se dit qu'il faut comparer des chiffres et prendre la plus grosse valeur. Et c'est réglé. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que solide, ça ne veut rien dire tout seul. Par exemple, un matériau peut être très résistant à la compression, mais casser net direct dès qu'on tire un peu dessus. Et un autre peut plier, se déformer, encaisser des chocs sans jamais vraiment rompre. Alors que certains deviennent complètement inutilisables simplement à cause de la chaleur. Donc avant même de comparer les filaments, il faut comprendre de quoi on parle. Un ingénieur, il va distinguer en réalité plusieurs types de contraintes. Ça peut être la traction, quand on tire sur une pièce jusqu'à l'étirer, voire la casser. La compression, donc là c'est l'inverse, on va écraser la pièce. Mais également la flexion, donc là c'est quand on va le plier souvent avec des contraintes combinées. On peut également aussi parler de la résistance au choc, donc la capacité à encaisser un impact. Et enfin, pour les facteurs majeurs qu'on va étudier dans cette vidéo, il y a la résistance à la chaleur, qui est elle souvent sous-estimée mais essentielle en impression 3D. Donc on comprend rapidement, un matériau peut être excellent dans un domaine et mauvais dans un autre. Donc chercher le filament le plus résistant sans préciser le contexte, et bah vous le voyez, ça n'a pas vraiment de sens. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. Maintenant qu'on a compris les différentes résistances, va falloir les mesurer. Et là, on utilise une unité qui va revenir tout le temps, le MPa, le mégapascal, soit 1 million de pascal. Donc dit comme ça vous parle pas beaucoup, mais disons simplement que ça représente une pression ou une contrainte appliquée à une surface. Et plus ce chiffre est élevé, plus il faut de force pour déformer ou casser ce matériau. Mais bon, vous balancez des chiffres comme ça ne va pas vous parler forcément. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un plastique classique en impression 3D va souvent situer entre 40 et 100 mégapascal pour la traction par exemple. Et 100 mégapascal, ça correspond à 1000 kg de force qui vient s'appuyer ou s'étirer en fonction de la différente résistance sur une surface de 1 cm². Donc c'est quand même pas mal, ça fait le poids d'une petite voiture. Et au-dessus des 100 mégapascal, on commence déjà à être sur un matériau qui est très performant. Et vous vous doutez bien qu'on dépasse largement ces valeurs, on rentre dans des plastiques techniques voire industriels. Mais attention, deux matériaux avec des chiffres proches peuvent se comporter complètement différemment en réalité. Certains peuvent avoir tendance à casser net, tandis que d'autres vont se déformer avant de céder. Et c'est pour ça que les chiffres seuls ne racontent pas toujours tout. Et il y a un dernier point crucial à comprendre avant d'aller plus loin. En impression 3D, la résistance ne dépend pas uniquement du matériau. Une pièce imprimée, elle n'est pas homogène, comme ce qu'on peut avoir sur une pièce qui est moulée. Elle est faite en réalité de couches superposées. Et ces couches, ça crée évidemment des zones de faiblesse. Concrètement, une pièce va être beaucoup plus résistante dans un sens et beaucoup plus fragile dans un autre. Donc selon l'orientation de ton impression, la résistance, elle peut varier énormément. Ajoutez à ça tout un tas de facteurs, donc le remplissage, la température, la vitesse, l'adhérence entre les couches, et vous obtenez un résultat qui peut changer du tout au tout. Autrement dit, un mauvais print, mais avec un matériau haut de gamme, sera souvent moins solide qu'un très bon print en PLA. Bon, mais maintenant qu'on a compris tout ça, dans cette vidéo, moi je vais quand même me concentrer sur les propriétés des matériaux eux-mêmes, pour disons comprendre leur potentiel réel. Mais gardez bien en tête que dans la pratique, l'impression en elle-même joue un rôle aussi important, voire même plus. On commence tranquille avec le PLA. C'est le filament que quasiment tout le monde utilise en impression 3D. Et c'est généralement le premier matériau qu'on découvre. Tout simplement parce qu'il est simple à imprimer, peu coûteux et qui ne demande pas des conditions d'impression particulières. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas forcément un matériau faible. Dans la réalité, le PLA il est largement suffisant dans la plupart des usages quotidiens. Au point que dans certains cas, il est en fait plus résistant de ce qu'on a réellement besoin. Bon, et si on regarde plus en détail les performances mécaniques, on voit qu'il offre déjà une résistance à la traction généralement comprise entre 50 et 60 mégapascal. Donc pour un plastique grand public, c'est déjà une valeur tout à fait correcte. Mais son
son comportement il va évidemment changer suivant les différentes contraintes. Lorsqu'il est soumis à une force d'écrasement, donc en compression, il peut même se montrer plus performant, avec des valeurs qui cette fois-ci vont de 60 à 100 mégapascales. Ça signifie qu'il encaisse mieux les forces qu'il compresse que celles qui cherchent à les tirer. En revanche, dès qu'on parle de flexion, donc de pliage ou de contraintes combinées avec des chocs, eh bien on observe une autre limite. Le PLA il reste assez rigide, avec une résistance à la flexion située entre 70 et 90 mégapascales. Et cette rigidité, elle a une conséquence directe. Au lieu de se déformer progressivement, eh bien le PLA a tendance à casser de manière assez brutale lorsque la contrainte devient trop importante. Mais vous me voyez venir, le problème du PLA ne vient pas que de sa résistance mécanique, c'est aussi son comportement face à la chaleur. Car là, à partir d'environ 50 à 60 degrés, la matière commence à se ramollir. Et là, on parle alors de transition vitreuse. Et ce seuil, qui est quand même extrêmement bas, eh bien limite grandement le PLA. Une pièce en PLA dans une voiture en plein été ne va pas résister à la température et aura tendance à se déformer sous son propre poids. Et ce qui peut rendre le PLA trompeur, c'est qu'il donne une impression de rigidité, il est dur, il ne plie pas facilement, mais justement c'est cette rigidité qui le rend le plus souvent cassant. Sous un choc ou une contrainte mal répartie, il peut céder de manière assez brutale. Donc oui, le PLA il est solide, mais seulement dans un environnement contrôlé. Dès que la chaleur commence à entrer en jeu ou que les contraintes deviennent plus complexes, eh bien ces limites apparaissent assez rapidement. Ah et oui, pour ceux qui se posent la question, le prix d'une bobine d'1 kg de PLA, ça débute à partir des 15 €. C'est vraiment pas grand chose en termes de prix, vous allez le voir avec les autres matières. Avec le polycarbonate, on change complètement de catégorie. On passe donc d'un matériau grand public à un matériau qui est déjà utilisé dans des applications industrielles, notamment là où la résistance au choc et à la chaleur commence à devenir vraiment important. En pratique, ce qui distingue immédiatement le polycarbonate du PLA, ce n'est pas seulement sa résistance brute, mais sa manière de réagir quand il est sollicité. Là où certains matériaux vont encaisser puis casser, eh bien le PC va d'abord chercher à encaisser en se déformant. En traction, on est généralement entre 60 et 75 mégapascales, donc pas forcément très loin du PLA sur le papier, mais la vraie différence va apparaître au moment de rupture. Car au lieu de casser net, une pièce en polycarbonate peut s'étirer parfois de manière assez importante avant évidemment de céder. Autrement dit, il prévient la rupture en acceptant de se déformer, ce qui change complètement son comportement en usage réel. Et c'est pour ça que deux matériaux avec des chiffres proches peuvent donner une impression totalement différente dans la pratique. En compression pour le PC, on est autour des 80 à 110 mégapascales. Ici aussi, le matériau encaisse bien les charges d'écrasement, mais surtout tout ça sans se fissurer immédiatement, ce qui va le rendre plus tolérant dans des situations de contraintes progressives. Et en flexion, on est environ entre 90 et 120 mégapascales. Et c'est exactement ce type de propriété qui est recherché dans des objets comme des visières de protection ou certaines vitres renforcées. Ce n'est donc pas seulement une question de résistance brute, mais de capacité à survivre à des contraintes répétées. Mais là où le polycarbonate se démarque vraiment, c'est sur la température. Il peut tenir entre 120 et 140 degrés sans se déformer. Et là, ça change évidemment complètement son champ d'utilisation. Là où le PLA devient complètement inutilisable, le polycarbonate reste stable. Cela dit, cette performance a un coût. Le matériau, il est nettement plus difficile à imprimer que du PLA et il nécessite une température d'impression élevée ainsi qu'une très bonne gestion de l'adhérence. Donc si vous n'avez pas une imprimante fermée un peu avancée, ça va être compliqué. Et quand je parle de bonne gestion de l'adhérence, je fais évidemment référence à ces problèmes de warping. Donc si vous n'arrivez pas à les contourner, vous pouvez toujours tenter d'imprimer des PC un peu plus simples comme du PC ABS ou du PC PBT. Disons qu'ils sont un peu plus simples d'impression, même si ça reste évidemment plus compliqué que du PLA. Côté tarif du PC de base, vous pouvez le trouver pour environ 40 €. Alors là, c'est une matière que j'apprécie énormément. Le nylon chargé en fibre de carbone, souvent appelé par les spécialistes le PACF. Et là, ça marque une vraie transition pour les matériaux techniques. Ici, on n'est plus dans de l'optimisation d'un filament classique, mais dans un matériau pensé dès le départ pour encaisser de fortes contraintes mécaniques. En traction, on va situer généralement entre 70 et 150 mégapascales, donc selon les différentes formulations. Et au-dessus de 100 mégapascales, comme je l'avais dit, on rentre déjà dans une gamme très élevée pour de l'impression 3D FDM. Ce qui signifie que le matériau résiste très bien lorsqu'on cherche à l'étirer avant la rupture.
En compression, là aussi c'est très propre, autour des 90 voire même 180 mégapascales. Concrètement, il supporte très bien les charges d'écrasement, ce qu'en fait un candidat qui est excellent pour les pièces structurelles ou fonctionnelles. Et en flexion, on atteint souvent entre 120 et 200 mégapascales, ce qui lui donne cette rigidité très marquée, tout en gardant une légère capacité à encaisser les contraintes sans casser immédiatement, contrairement à des matériaux qui sont beaucoup plus cassants. Et le nylon, il est naturellement légèrement flexible, donc il peut se déformer sous contrainte sans casser, ce qui lui permet d'absorber les chocs de manière beaucoup plus efficace qu'un matériau qui serait rigide de base. Et l'ajout de la fibre en carbone vient là cette fois-ci renforcer l'ensemble en augmentant la rigidité et la résistance globale, tout en conservant une certaine capacité d'absorption. Côté température, il va tenir entre 100 et 150 degrés, ce qui est déjà très confortable pour la plupart des usages quotidiens. En revanche, c'est une matière qui demande une certaine maîtrise. Le nylon, il est sensible à l'humidité, les fibres en carbone, elles sont abrasives pour les buses, et les réglages, ils doivent être précis. Mais pour ceux qui savent l'exploiter, c'est à mon avis le meilleur matériau en termes de performance et de, entre guillemets, facilité d'impression par rapport aux matières qu'on verra après. Et il faut également noter que la résistance de ce matériau va dépendre également du type de nylon qu'on va utiliser. En impression 3D, généralement, il y en a deux, c'est soit le PA6, soit le PA12. En gros, le PA6, il absorbe rapidement l'humidité, donc il a tendance à se fragiliser avec le temps, mais il est plus rigide et résistant en traction, et il a une meilleure tenue mécanique. Mais qui dit plus rigide, dit aussi plus sensible face au choc. Donc si vous le tordez dans tous les sens, ça va pas forcément faire l'affaire. Concernant le PA12, il absorbe moins l'humidité, mais il est également moins résistant en traction. Par contre, il a tendance à mieux encaisser les impacts et les chocs qui sont brutaux. Et pour ce qui est du tarif, là on est sur la même échelle de grandeur que du PC, c'est-à-dire entre 30 et 80 € le kilo. Avec le PEI, on rentre dans une catégorie encore supérieure, celle des matériaux à haute performance utilisés dans des secteurs de niche, genre aérospatial, industrie médicale. Ici, on ne va pas seulement parler de solidité, mais de résistance dans des conditions extrêmes. En pratique, le PEI se distingue surtout par sa capacité à rester stable mécaniquement, là où la plupart des plastiques commencent à perdre leurs propriétés. En traction, on sera autour des 90 à 110 mégapascales, ce qui le place directement dans le haut du classement des polymères techniques, et ça signifie qu'il résiste donc très bien à l'étirement sans déformation permanente dans une plage d'utilisation normale. En français, ça veut dire que le matériau peut supporter une force de traction très élevée sans l'allonger ou se déformer de manière permanente, et que même quand il est soumis à une charge importante, il garde sa forme sans bouger. En compression, on monte généralement entre 120 et 160 mégapascales. Autrement dit, il encaisse très bien les charges d'écrasement, ce qui le rend fiable pour des pièces structurelles soumises à de fortes contraintes statiques. En flexion, on se situe autour des 140 à 170 mégapascales, ce qui traduit ici une excellente rigidité globale. Il garde sa forme même sous contrainte prolongée, sans fléchir progressivement comme des matériaux plus classiques. Et ce qui distingue encore plus le PEI, c'est sa résistance à la chaleur. Là, je vous préviens, il peut supporter du lourd, chaleur comprise entre 180 et 220 degrés, sans perdre encore une fois ses propriétés mécaniques. Donc là, on va l'utiliser dans des environnements où la plupart des plastiques vont devenir inutilisables. Je vous l'ai dit au début, mais ce type de matériau est vraiment conçu pour des applications qui sont critiques, là où la fiabilité est essentielle. Il ne s'agit plus seulement de fabriquer une pièce qui va tenir, mais une pièce qui continue de fonctionner dans des environnements extrêmes, et ça sur la durée. Évidemment, cette performance a des contraintes. Le PEI nécessite évidemment des imprimantes capables d'entendre des températures très élevées, souvent même quasiment obligatoirement avec une enceinte chauffée. Ce n'est donc pas du tout un matériau accessible à monsieur tout le monde. On est quasiment ici dans les plastiques les plus avancés en impression 3D. Et c'est à mon avis le seul matériau de la vidéo que vous ne pourrez pas imprimer vous-même, étant donné que la température minimale, j'ai bien dit minimale, c'est 370 degrés. Et pour vous donner un ordre d'idée, notre H2D monte à maximum 350 degrés. Et nous, au vu du prix de la bobine, on n'a pas pris le risque d'acheter cette matière pour flinguer la buse de notre imprimante. Car oui, ici, on parle quand même d'un filament à partir des 100 €. Et pas pour les 1 kg, non, 500 grammes. Donc 200 € le kilo, c'est pas mal.
Là, je vous préviens, on arrive au sommet de la pyramide avec le PEC. C'est souvent considéré comme le matériau ultime en impression 3D FDM, celui qui se rapproche le plus des performances du métal dans certaines applications. Et ce qui est intéressant avec le PEC, c'est qu'il reste extrêmement stable, même avec des contraintes qui deviennent élevées, répétées, là où quasiment tous les autres polymères commenceraient à se dégrader. Je commence avec la traction, donc on est 90-100 mégapascals, ce qui reste finalement dans la même logique que les autres polymères haute performance, mais néanmoins avec une tenue qui est plus fiable dans le temps. En compression, là on se situe entre 110 et 160 mégapascals, avec une très bonne capacité à supporter des charges continues, sans déformation qui est durable, et en flexion on peut atteindre 140 à 180 mégapascals, selon les grades, ce qui confirme une rigidité élevée, tout en gardant une excellente résistance à la fatigue mécanique. Mais comme pour le PEI, tout ça ce n'est pas seulement une question de chiffres, car le PEC combine une résistance mécanique très élevée avec une super stabilité thermique. Cette matière, elle peut supporter des températures jusqu'à 250 degrés, et ça sans se déformer, ce qui va le rendre utilisable dans des environnements vraiment particuliers. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on le retrouve beaucoup dans des domaines type aéronautique, médical ou ingénierie de pointe. Mais ces super performances a évidemment un prix, et ça à tous les niveaux. Le matériau, il est évidemment très coûteux, et surtout ça nécessite des machines spécialisées, capables de monter à des températures vraiment élevées, le tout avec un contrôle précis de l'environnement d'impression. Le PEC, c'est donc pas du tout un matériau du quotidien, c'est un matériau d'élite utilisé quand aucune autre solution ne suffit. Et c'est pour ça qu'il est considéré comme le filament le plus solide en impression 3D FDM. Mais ça reste une sacrée galère à imprimer sur nos pauvres petites imprimantes qui vont maximum à 350 degrés d'impression. Et c'est pour ça que nous ici on a préféré acheter son petit frère qui s'appelle le PIC, donc PEKK. Il faut savoir qu'ils ont grosso modo les mêmes caractéristiques techniques, mais que le PIC est un peu plus simple d'impression et que nous on a réussi en poussant la machine à son maximum à sortir une pièce. Ah et oui, PEC ou PIC, en termes de tarifs, on est sur le même bourbier. On parle entre 150 et 300 € la bobine de 500 grammes. Là, on arrive sur un matériau dont on parle encore très peu, mais qui monte fortement. Le PPS, ou le polysulfure de pénylène. On est clairement sur un plastique technique, conçu pour encaisser des environnements qui sont extrêmes. On le retrouve énormément dans l'automobile, l'électronique, le médical ou encore le pétrole et le gaz. Donc des secteurs où les contraintes mécaniques et thermiques vont être importante. Sa particularité à lui, ça va être sa stabilité. Même sous contrainte, chaleur ou exposition chimique, il garde très bien sa forme. Là où d'autres matériaux commencent à se dégrader ou se déformer. La traction, elle se situe entre 80 et 120 mégapascals, ce qui est une bonne résistance globale sans perte de structure rapide. En flexion, on est entre 120 et 180, selon évidemment les différentes formulations, avec un comportement, comme j'ai dit, très stable. Et ça, même sous contrainte prolongée. Mais ce qui le rend encore plus impressionnant, ça va être sa résistance à la chaleur. Le PPS peut fonctionner sans problème autour des 200 à 240 degrés, tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques. Là où, je le rappelle, la majorité des plastiques commencent à se ramollir ou se dégrader. Encore une fois, lui reste stable. Et pour continuer avec cette stabilité, il résiste extrêmement bien aux produits chimiques. Et en plus de ça, il est naturellement ignifuge. C'est pour ça qu'on a tendance à le retrouver dans des pièces critiques, genre des connecteurs, des boîtiers électroniques ou des composants qui sont exposés à des environnements agressifs. Mais comme toujours, cette performance, elle a un prix et surtout une contrainte majeure, son impression. Déjà, il faut une bonne machine, capable de monter entre 280 et 310 degrés. Le plateau 120 à 150 degrés, idéalement enceinte fermée. Donc on est plutôt sur de la machine premium. Mais surtout la petite différence ici, c'est que l'impression ne suffit pas. Car une fois la pièce imprimée, il faut passer une étape de recuisson au four, généralement entre 200 et 230 degrés. Cette étape, elle va permettre de stabiliser le matériau, d'améliorer sa résistance thermique et aussi mécanique, et ainsi donc révéler le plein potentiel. Sans ce petit passage au four, le PPS il reste certes performant, mais disons qu'il ne va pas atteindre toutes ses capacités maximales. C'est donc à la fois un matériau qui est exigeant, mais une fois maîtrisé, c'est clairement l'un des plus solides et des plus résistants disponibles avec une imprimante premium classique en impression 3D. À titre de comparaison avec le PEC, le PPS a beaucoup tendance à warper et donc je le rappelle se décoller de votre plateau. Par contre il reste quand même plus stable et plus simple à imprimer que ce type de matière.
En plus, le PPS a un prix plutôt abordable pour une matière très technique. On est sur les 80 €, les 500 grammes de bobine. Bon, maintenant vous connaissez tous les matériaux les plus solides en impression 3D, mais n'oubliez jamais que même une matière assez basique, donc PLA, PETG, ABS, si vous l'imprimez correctement avec les bons réglages, la bonne orientation, tout ce genre de facteurs, et ben vous pouvez avoir des résultats bien supérieurs à des matériaux plus haut de gamme, plus techniques, plus chers. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.